On sait qu'à ce moment-là, on est regardé par des milliers de personnes qui sont dans le stade, mais aussi des millions qui sont devant la télé. Le samedi midi, j'arrivais pas à manger. Et j'ai pris une confiance absolue grâce à ce coup de pied-là. Et c'est des trucs que parfois tu regrettes? Ça, c'est un point sur lesquels je m'étais dit depuis quelques années que je voulais progresser. Et comment tu l'apprends ce genre de choses? C'est ton agent qui t'appelle? Je me mettais tellement de pression, j'étais tellement stressé. Le vendredi, je partais en famille d'accueil. Tu avais commencé à faire de l'immobilier. Je sais quels sont mes axes de progression. Et t'as déjà pensé à partir du club du Stade Toulousain ou pas? Dès que je vais avoir l'opportunité de jouer, je vais montrer que je suis là en fait. Ouais, bienvenue à tous, merci d'être dans l'épisode numéro 2 du podcast Sans Limite de Zéphyr. Le but du podcast, c'est vraiment d'inspirer les gens à aller de l'avant et à vivre de nouvelles aventures sans limite. Aujourd'hui, on est avec Thomas Ramos. Donc Thomas Ramos, joueur international de rugby français qui joue au Stade Toulousain. Énorme palmarès des années 95, donc comme nous tous, sauf Nicolas qu'on va présenter. Donc ravi d'être avec toi Thomas. Avec moi, on a Louis qui est mon cofondateur de Zéphyr et Nicolas qui est le membre le plus ancien de l'équipe de Zéphyr. Fêté ses 2 ans hier, donc très content. Et énorme fan de rugby, donc c'est lui l'expert et nous on va essayer de démocratiser tout ça pour ceux qui connaissent un peu moins. Donc merci à tous à cela. Thomas, on voulait commencer un peu pour dire déjà t'es entre les 6 nations, énormément de choses qui se passent, beaucoup de matchs. Comment est-ce que tu trouves le temps de déjà de nous parler, de faire un podcast et comment tu gères un peu l'emploi du temps chargé que tu dois avoir en ce moment? Déjà bonjour à tous. Ouais, forcément c'est un petit peu chargé parce que on alterne entre le club, la saison en club et là la période du tournoi destination. Donc, tout simplement sur un jour de repos aujourd'hui, c'est ce qui fait que je peux être là aujourd'hui avec vous. On a à peu près une journée de repos dans la semaine, donc c'est vrai que ça permet aussi de faire autre chose. De couper un petit peu du rugby parce qu'on en entend parler tous les autres jours de la semaine, donc voilà, c'est plutôt cool de temps en temps de sortir aussi du cadre du rugby et de voir d'autres personnes quoi. Bah là écoute, on va essayer de parler un peu de toute ta vie. Ça va être sur le rugby forcément parce que c'est une énorme partie de ta vie, c'est ta vie, mais le but c'est de raconter un peu tes différents changements, comment tu as évolué, en commençant par la jeunesse et même un peu en parlant de l'après. Déjà, ça ressemble à quoi une semaine? Tu me disais, tu as un jour de repos. En ce moment, c'est quoi un peu la tête de tes semaines? Ouais, là, avec l'équipe de France, c'est plutôt début de semaine assez chargé, lundi, mardi, mercredi, où on est avec l'équipe et avec le staff. On travaille sur le match du week-end. Là, donc aujourd'hui, on est jeudi. Le jeudi, journée de repos. Chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et voilà, ensuite sur la fin de semaine, on rebascule avec l'équipe pour repréparer plus sérieusement le match. Et ensuite, le match arrive quand même très rapidement le week-end. Donc voilà, et après les semaines s'enchaînent, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le club. Les semaines s'enchaînent aussi comme ça. Donc on devient habitué, quoi. Et t'arrives à pas y penser là? Genre là on est jeudi, il y a le match, il y a eu un gros match il y a 2 semaines, il y a un gros match qui arrive là. T'arrives à pas y penser pendant ton jour de repos vraiment? Non, pas y penser, non, je vais pas se mentir, mais non, c'est sûr qu'après, forcément quand t'es un joueur de rugby, tu t'entraînes toute la semaine, c'est pour jouer le match, donc forcément que t'y passes toujours un petit peu, mais voilà, après ça fait aussi un petit peu de bien de pas être focus rugby à 100% tout le temps, et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on peut être performant le week-end, c'est de savoir aussi parfois s'en détacher et de s'y reconcentrer au moment voulu, quoi. T'as une routine justement pour je sais que moi quand j'avais fait un peu de judo t'avais toujours la routine d'avant, la routine du jour même, etc. Comme ça tu sais que tu rentres dans ta compète. Est-ce que vous avez faire croire que t'es professionnel? Ouais, non, très petite échelle, hein, champion de Dordogne. Non, j'ai pas forcément de routine début de semaine ou de routine pré-match. Je suis pas un adepte de ces routines-là. Donc non, j'ai pas forcément. Par exemple, demain à telle heure, je sais pas ce que je vais faire, quoi. Alors que. Mais tout à l'heure, Thomas, c'était assez marrant. On discutait du coup des différents styles de joueurs qu'il y a le vendredi ou le samedi, les jours d'avant-match. Toi, t'es quel style de joueur? T'es celui qui va parler avec tout le monde pour évacuer la pression? Ouais, moi, j'aime pas me mettre dans ma bulle trop rapidement et comme moi, en fait. J'aime bien même. Alors, ça dépend les matchs, parce qu'il y a des matchs où il faut être vachement plus sérieux que d'autres, entre guillemets, même si tous les matchs sont importants, mais à l'approche de grands matchs, que ce soit en équipe de France ou avec le club, on sent la concentration et la pression monter plus rapidement.
Mais voilà, moi, ça peut m'arriver de rigoler dans le vestiaire ou de lâcher un petit sourire 5 minutes avant de rentrer sur le terrain. Et au moment où tu mets un pied sur le terrain, par contre, t'es focus. Comme ça peut m'arriver de me concentrer toute la semaine parce que j'ai besoin de ça aussi de temps en temps, de me concentrer, de penser à ce que je dois faire. Et parce que je sais que ça va être un match important. Donc voilà, mais j'aime pas en tout cas me mettre trop de pression à l'approche du match parce qu'après tu rentres aussi sur le terrain un peu avec le ventre noué et c'est pas très très bon. T'as toujours été comme ça ou ça a changé? Non, quand j'étais petit, je me souviens quand on partait, quand j'étais à l'école de rugby, les tournois étaient souvent les samedis après-midi. Ouais. Et le samedi midi, j'arrivais pas à manger. Ouais. Ouais, alors que maintenant, j'arrive à manger. Il a fait une blague. J'arrive à manger maintenant, non mais c'est vrai. Alors que et ça m'est resté jusqu'à tard. Ça m'est resté jusqu'à peut-être mes 18-19 ans. Et c'est quoi le déclic? Peut-être le fait de je sais pas. La peut-être confiance le fait en soi. D'avoir aussi eu des matchs plus en soirée. Donc j'étais obligé de manger le midi parce que sinon ça me faisait du matin jusqu'au soir sans manger. Donc ça a été peut-être ça le déclic de me dire en fait je peux manger le midi et en fait je peux jouer derrière, mais c'est vrai que j'ai mis un moment. En fait je pense que je me mettais tellement de pression, j'étais tellement stressé d'aller jouer que étant plus jeune que j'arrivais pas à avaler quoi que ce soit quoi. C'est marrant parce qu'on s'attend pas à ça de la part justement premier buteur de Toulouse. Enfin, t'as toujours voulu être buteur, t'as toujours été buteur. On s'attend pas à ça que la pression te dévore en avant-match parce que au moment crucial quand tu dois botter, finalement tu arrives à évacuer tout ça et tu te concentres. Ouais, mais c'est aussi peut-être grâce à l'âge, un peu à l'expérience aussi. C'est-à-dire que du moment où j'ai commencé à buter, notamment en pro, j'ai eu une pression différente que ce que je pouvais avoir quand j'allais jouer avec mon petit club quand j'avais 8-10 ans quoi. Donc en fait petit je m'imaginais stressé d'aller jouer un match avec l'école de rugby et en fait en grandissant on se rend compte que plus on grandit, plus la pression est là et au final on arrive à l'évacuer aussi. Donc voilà, de pouvoir de buter déjà c'est une responsabilité. On sait qu'à ce moment-là on est regardé par des milliers de personnes qui sont dans le stade mais aussi des millions qui sont devant la télé et parfois le rôle du buteur ça peut faire gagner ou perdre malheureusement un match. Donc on sait que notamment sur des pénalités importantes dans des grands matchs, ça peut faire basculer du bon, du mauvais côté, comme je te le dis. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai commencé un peu à relâcher le fait de me mettre de la pression avant et de me dire en fait tu butes tu butes par exemple devant des milliers ou des millions de personnes devant leur télé et tu te stresses et tu te stressais avant. À ne pas manger pour aller alors jouer qu'il y avait personne qui regardait tournoi devant personne donc voilà. Et c'est quoi la petite phrase qu'on se dit quand on va buter? Genre si tu devais la dire à un jeune de 10 ans de chez toi, de Mazamet? Je me dis pas forcément de phrases, après ça dépend du contexte du match, ça dépend aussi du score, de l'enjeu qu'il y a derrière, etc. Parce que forcément il y a des matchs où tu prends le large et c'est pas ta pénalité ou ta transformation qui va faire que tu vas faire perdre ou gagner l'équipe. Par contre, il y a des matchs où chaque coup de pied est important parce qu'on sait qu'il y aura peut-être pas d'essai dans ce match-là et que ça sera juste des coups de pied et que chaque coup de pied sera important. Mais voilà, souvent aussi, je me dis, avant de buter dans des matchs comme ça où les coups de pied sont importants, je me dis que ce coup de pied-là peut donner la victoire à la fin, que ce coup de pied-là peut faire vivre de grands moments. Et voilà, mais sans me mettre plus de pression que ça. Et t'as un coup de pied en tête, le plus beau coup de pied que t'as mis, qui a changé le cours du match ou... Non, mais en 2021, sur la finale de Top 14, j'ai mon premier coup de pied. La première pénalité du match, c'est à 50 mètres, à peine un peu décalé sur la gauche. Et en fait, donc c'est un coup de pied de longue distance, on me dit. Et avec le capitaine, il me demande ce que j'ai envie de faire. Et moi, je dis, on va prendre les points. Je la sens, quoi. Je sens que je peux la mettre. Et en fait, je me dis, il n'y a rien de mieux que de pouvoir bien rentrer dans mon match que de mettre cette pénalité-là. Parce que j'ai rien à perdre. Parce que, 1, elle est longue. 2, c'est le début du match.
Donc voilà, et en fait je la mets et ça m'a mis de suite dans mon match et j'ai pris une confiance absolue grâce à ce coup de pied là direct au bout de 2 minutes de match et ça m'a permis derrière de faire un bon match. Ouais. Même tes coéquipiers, une fille. Quand tu ça, en fait, marques au bout de 2 minutes. En fait, le fait d'avoir aussi un bon buteur dans une équipe ou des bons buteurs parce que je suis pas seul, c'est que tu rassures aussi tes coéquipiers et que ça valide aussi parfois le travail d'eux. Et parfois c'est aussi important de savoir les soulager parce qu'une pénalité aussi ça met un peu un arrêt au jeu, donc ça permet aussi de faire souffler tout le monde et c'est sûr que ça des coups de pied comme ça peuvent mettre une équipe en confiance, notamment si en face le buteur lui est un échec. C'est ton premier essai là, enfin ton premier but que tu disais. Ouais, sur une finale. C'est pas mon finale, okay. Ouais. Non, en fait. Je pense que c'était celui contre Castres du coup qui était le premier de ton arrivée à Toulouse. Donc non, c'était contre Castres, c'était mon premier essai, ouais. Ok. Voilà. Bah, du coup, ouais, ça nous intéresse un peu la jeunesse. Comment t'es arrivé donc à Toulouse, pourquoi pas Castres. Ravi d'avoir un peu l'histoire parce qu'on sait que t'es parti en sport-études et ça nous intéresse. En fait, donc moi je suis originaire de Mazamet dans le Tarn et très jeune il y a des sélections départementales, il y a des tournois qui se font et j'ai été sélectionné en sélection du Tarn et sur ce tournoi-là il y avait des recruteurs pour le sport-études à Jolimont, à Toulouse. Et ils ont donné des dossiers à certains joueurs, donc j'en faisais partie pour aller passer des tests. Et ensuite, j'ai passé les tests, j'ai réussi les tests, donc j'ai été pris au Pôle Espoir à Jolimont. Donc ça, c'est quel âge ? À l'âge de 15 ans, ouais. 15 ans. Donc à mon entrée en seconde. Ouais. Et du coup, donc au lycée. Et du coup, je partais de chez moi, donc moi, j'avais jamais mis un pied. À 15 ans, c'est dur. Ouais. C'est pas facile, ouais. Les premiers mois les premières semaines, les premiers mois étaient compliqués, ouais. Je suis rentré le vendredi soir chez moi, c'était pas facile parce que voilà, il a fallu un petit moment d'adaptation, être loin aussi de la famille, des copains, enfin on quitte un peu tout quoi. Donc et puis on rencontre des personnes qu'on connaissait pas et avec d'autres mentalités, etc. Donc il faut s'adapter aussi à tout ça. Une grande ville parce que mine de rien, Toulouse à côté de Mazamet, c'est pas petit. Et du coup, je suis resté 1 an encore à Toulouse, à Mazamet, pardon, où j'ai fait ma première année de cadet à Mazamet. Parce que tu faisais les deux en même temps. Le week-end, je rentrais pour jouer à Mazamet, ouais. Oui. Et à partir de cadet 2e année, j'ai signé au Stade Toulousain. Parce qu'en étant au Pôle Sport, j'ai fait partie de la sélection Midi-Pyrénées. Et là, il y a le recruteur ou la personne qui s'occupait un petit peu des détections au plus jeune âge à Toulouse est venu voir mes parents sur un match et a demandé à ce qu'on se rencontre pour que je puisse signer à Toulouse. Donc pour moi, forcément, c'était super une nouvelle. Évidence, et étant donné que j'étais fan de cette équipe depuis mon plus jeune âge. Donc voilà. Et ensuite, j'ai passé 2 ans toujours au Pôle Espoir. Le vendredi, je partais en famille d'accueil chez une famille d'accueil que j'avais à Toulouse qui m'accueillait les week-ends. Ah, tu rentrais pas chez toi? Non, je rentrais pas chez moi. Ouais. Famille d'accueil, pourquoi du coup? Juste pour dormir? Ouais, pour dormir, ouais. Pour dormir, manger, c'était trop etc. compliqué de rentrer ou vous aviez pas le droit, c'était pas dans le... Et c'est juste que je m'entraînais le vendredi, donc toute la semaine j'étais au Pôle Espoir. Oui, je m'entraînais le vendredi soir, je m'entraînais à Toulouse avec l'équipe et le samedi j'avais match. Ouais, t'avais match, ouais. Ok. Et le dimanche soir, il fallait que je reparte au Pôle Espoir. Donc je rentrais très très peu chez moi, c'est à partir de ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'est un entraînement par jour, quoi, quasiment, plus match le week-end. Ouais, au Pôle Espoir, on avait cours la journée. Ouais. Et à partir de 17h, on allait s'entraîner jusqu'à 19h. Après, on allait manger. Après, on montait à l'internat. Et puis, ça a été pendant 3 ans. Là, c'était un rythme assez intense. Ouais. Surtout, tu vois, t'es loin de chez toi. Il y a beaucoup d'intensité. C'est des choix qui sont quand même forts. Ouais. Surtout à un âge assez jeune. Toi, c'est quoi ce qui te motive à ce moment-là? C'est quoi tes ambitions? Est-ce que tu te vois déjà soulever le Brennus ou qu'est-ce qui te fait rester pas encore. Non. Alors pourquoi tu t'imposes tout ça, quoi? Parce que en fait, je me suis dit très très vite et très très jeune qu'on m'avait donné l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de ma passion. Et souvent, quand on est jeune comme ça et qu'on arrive
à être dans les sélections ou à jouer jeune au Stade Toulousain ou même dans d'autres clubs, on nous laisse penser qu'on peut y arriver, on peut être professionnel. Et en fait, du moment où je me suis dit, mais t'as mis un tout petit orteil, ben vas-y, fonce, et puis tu verras bien où tu finiras. Mais voilà. Et de continuer, de persévérer, ça m'a donné raison, puisqu'à 18 ans, j'ai vite intégré l'entraînement avec l'effectif pro du Stade Toulousain. Et après, à partir de là, voilà, j'ai eu quelques années où je jouais, j'ai fait 1, 2, 3 matchs, un peu moins, et après, il a fallu aussi se remettre un peu en question, mais ouais. Ça, c'est ce que tu nous racontais au téléphone la dernière fois. Du coup, en gros, tu arrives au centre de formation, équipe junior, Stade Toulousain, etc. Tout se passe très bien. Enfin, on te promet d'éclore très vite, ce que tu nous as dit. Tu fais ton premier match, comme disait Rémi, en plus contre Castres, le voisin d'à côté. Tu mets ton premier essai pour ton premier match. Donc là, tout va bien. Et en fait, finalement, le démarrage n'est pas si rapide. À la fin, c'est 2017. Ça se termine même par un prêt. Du coup, tu pars à Colomiers. Une grosse remise en question, ça veut dire quoi? C'est quoi? On se dit quoi? Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'on te dit très, très tôt, déjà toi tu te vois intégrer un effectif professionnel très tôt, donc en fait tu penses que ça y est, peut-être t'y es quoi. Et puis en fait non. C'est pas gagné. C'est ça, et puis donc du coup derrière la remise en question elle s'est faite quand au bout de 3-4 ans j'ai vu que en fait je jouais pas. Je me suis dit, moi, tout simplement, ce qu'il faut pour que je grandisse ou ce qu'il faut pour que je franchisse un palier, c'est de jouer toute une année dans un effectif professionnel. Donc, j'ai décidé de descendre d'un niveau. C'est toi ça venait de toi aussi? Ouais, en fait, j'ai dit à mon agent à ce moment-là, parce que dans le rugby, on a des agents. Et donc, j'ai dit à mon agent, à ce moment-là, il faut que tu me trouves... J'ai envie de partir, j'ai envie d'être prêté. Il faut que tu me trouves un club en Pro D2, donc le niveau inférieur au top 14. Au moins, je pourrais être dans un effectif professionnel, parce que la Pro D2 est professionnelle, et espérer jouer tous les week-ends. Je trouve que ça demande beaucoup de lucidité. Encore une fois, à un âge où t'es assez jeune, de se dire, justement, t'as l'orteil dedans, et tu te dis, je vais un peu lâcher prise pour aller ailleurs, me mettre un peu en danger, mais c'est ça qui va me permettre d'éclore. Donc toi, c'est un pari qui gagne, mais c'est... Ouais. Mais en fait, je me voyais... pas m'enterrer, mais j'avais la sensation que si je restais un an de plus au stade, j'allais avoir 22 ou 23 ans et qu'en fait j'aurais pas franchi le cap, et qu'à 22 ou 23 ans, si t'as pas montré, on t'oublie vite. Donc du coup là, le fait de partir à Colomiers, je suis tombé dans un effectif déjà super, je le dis à chaque fois, avec un encadrement, un staff qui m'a fait confiance directement, et moi à ce moment-là je pense que j'avais besoin de ça. Et en fait, ça m'a fait grandir rugbystiquement, humainement. Ça m'a fait vraiment évoluer en fait. Et du coup, derrière, quand je suis retourné à Toulouse, je suis revenu avec un nouveau visage déjà, je pense, et une image de moi qui était différente de ce que j'avais pu laisser en partant, quoi. C'est vrai que c'est une décision hyper importante, même déjà la décision de partir en sport-études. J'imagine que les parents se disent, en fait... c'est pas un all-in, mais un petit peu, parce que si ça marche pas, on a hypothéqué peut-être le côté scolaire pour le côté sportif. Donc c'est déjà des gros trucs. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que encore au pôle espoir, si t'as pas de bonnes notes, t'es convoqué dans le bureau du directeur du pôle espoir, et puis donc ils font attention. Tu fais un peu remonter les oreilles, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, les parents font confiance, que ce soit moi ou les autres, les parents font confiance à un système, et puis... Ils t'ont supporté, toi? Ou après, non, parce que après, je fais partie d'une famille de rugby, donc ils savent ce que c'est un petit peu la passion de ce sport. Mais c'est sûr que pour eux, ça leur a fait déjà un peu bizarre que je parte si jeune de la maison. Moi, j'avais 15 ans, ma soeur avait 12 ans. Donc au final, moi, parfois, même moi, je dis, j'ai pas vu ma soeur grandir, quoi, parce que elle a 24 ans aujourd'hui, mais toute son adolescence, en fait... je l'ai pas vu grandir. Et tu t'entends bien avec elle? T'as réussi à recréer cette relation? Aujourd'hui, après, ça a été un peu compliqué quand on était plus jeune. On s'entendait bien, mais on se chamaillait beaucoup. Et moi, étant jamais là, c'est vrai que parfois, j'étais un peu dur avec elle. Donc, quand je rentrais, j'étais un peu dur. Donc,
Ça veut dire quoi ça? Non, mais c'est vrai que... Si elle savait pas beauté de 50 mètres, elle mangeait pas le soir. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, au final, du moment où j'ai commencé à vouloir espérer quelque chose dans le rugby, je faisais attention à pas mal de choses et ma sœur, parfois, en ayant grandi, a eu accès à des choses plus rapidement que moi. Mais c'est normal, on dit souvent les seconds. Ouais. Et moi, je disais, voilà. Moi aussi. Et moi, du coup, je disais, ouais, mais moi, à son âge, je faisais pas ça. Et oui, donc t'as vraiment pris le rôle de grand frère. Ouais, mais en fait, au final, qu'elle grandissait, que moi, en fait, j'avais l'image d'elle quand elle avait 12 ans, parce que moi, j'étais parti quand elle avait 12 ans. Oui. Donc, il y a eu des moments de tension, mais bon, après, voilà, on grandit, donc ça va. Cool. Et donc, du coup, tu disais, donc, le prêt, ça s'est passé super bien. C'était une grande russe. T'as même, je crois, été élu meilleur joueur de si j'ai pas de bêtises. De Pro D2, cette année-là. Donc, incroyable saison. J'ai joué 24 matchs sur 30. Et comme je le dis, je suis tombé. Dès le premier match amical, en fait, l'entraîneur est venu me voir en me disant, écoute, on va te confier le but. Donc, c'est toi qui vas buter. Tu seras le buteur numéro 1. T'étais déjà buteur numéro 1 avant ou ça a commencé là-bas? Ouais, en espoir à Toulouse, c'est moi qui butais. Okay. Mais là, c'est différent parce que à ce moment-là, à Colomiers, en Pro D2, il y avait des matchs qui se jouaient vraiment très serrés et dont tu avais besoin d'un grand buteur, d'un bon buteur. Et à ce moment-là, on m'a donné cette confiance-là. Donc, de suite, j'ai ressenti des choses que j'attendais certainement. Et c'est ce qui m'a permis de faire une bonne saison, je pense. Ouais. Et comment tu vois le retour? Parce que j'imagine quand c'est le moment de retourner à Toulouse, il y a de l'appréhension. Tu te dis, la première fois, ça s'est pas passé comme je voulais. Est-ce que je devrais pas rester? Ça se passe hyper bien. Tu te remets en danger. De toute façon, j'étais sous contrat. Il me restait 1 an de contrat au Stade Toulousain. Ça règle les problèmes. Voilà. Donc, je devais revenir. Et puis, après, je me suis dit, maintenant, en fait, auparavant, j'avais rien prouvé, entre guillemets. Là, je me suis dit, tu as un minimum prouvé, tu as montré que tu avais le niveau, donc tu vas revenir au stade et puis tu vas leur montrer que voilà, tu as le niveau. Et puis en fait, quand je suis revenu, comme je le dis, je pense que l'image que j'avais quand je suis parti et l'image que j'ai eue quand je suis revenu avait énormément changé. L'image de quoi? Des entraîneurs, du staff, des collègues? Ouais, exactement. Et toi aussi, même, tu te sentais peut-être plus à l'aise. Ouais, exactement, plus en confiance. T'as déjà eu un peu ce truc on appelle ça un peu le syndrome de l'imposteur, mais de te dire, je suis là, mais en fait, je le mérite pas. Ça se trouve, je suis pas le bon. Exactement, je suis pas le bon. Non. Non, mais t'as raison. Non, parce qu'après, je pense que si au bout d'un moment, t'es là, c'est que tu le mérites, quoi. Peu importe d'ailleurs, pas que dans le rugby, dans tous les domaines, c'est que... et peu importe qui c'est, hein, si t'arrives à... Alors, parfois, il y en a qui sont plus aidés que d'autres, mais au bout d'un moment, si t'as du talent, que ce soit dans le rugby, dans la musique, dans l'art, je sais pas, dans les affaires, si tu sais réussir, tu sais réussir. Donc, je pense que chacun mérite. Toi, tu penses que t'es un surdoué du rugby? T'es là parce que t'avais déjà ce talent, cette aide un peu naturelle, ou t'es arrivé... On va dire que je suis né un peu avec un ballon de rugby dans les mains. Ouais. Ton père et ton grand-père étaient... Ouais, et on jouait au rugby, ouais. Mais modestement, dans des petits clubs, mais je suis né avec ça, ouais. Donc dès petit, en fait, j'avais un ballon de rugby entre les mains, quoi. Donc... Et tu dirais quoi à quelqu'un qui est pas né avec un ballon de rugby dans les mains, mais dont le rugby c'est la passion, et qui veut devenir buteur numéro 1 de Toulouse, quoi? Déjà qu'il y en a, que c'est arrivé à plein d'autres, je pense. Ouais. Et puis après, déjà savoir taper dans un ballon, c'est pas, il faut pas être né dans une famille de rugby pour savoir taper dans un ballon. Et puis moi j'ai beaucoup appris aussi en tapant dans un ballon de foot petit. Tu conseillerais de faire du foot pour devenir buteur? Non, mais je tapais beaucoup dans le ballon de foot, et après c'est sûr que le ballon de rugby est un peu plus ovale et un peu plus différent, mais après voilà, il faut travailler. Moi j'avais la chance, mon papa était entraîneur en fait, et il travaillait, son travail était à 200 mètres d'un des stades de Mazamet. Donc souvent, parfois, il me prenait à 14h par exemple. Moi, je prenais les ballons et j'allais buter tout l'après-midi. Et en fait, le soir, je rentrais à la maison avec lui. Et je pense que c'était parce que j'aimais ça. Je prenais énormément de plaisir à faire ça, même si j'y passais des heures.
Et au final, c'est donc voilà, travailler et surtout, moi, je dis toujours, je bute, mais je prends déjà du plaisir. Je vais pas buter si je vais pas prendre de plaisir. C'est mon maître mot. C'est que pour le fait de buter ou c'est pour le rugby et même au sens large? C'est-à-dire que le jour où tu te plais plus, où tu sens que c'est plus, que t'as plus cette envie, tu arrêtes? Ouais. Déjà, je pense, le corps, au bout d'un moment, il te dit stop, parce qu'on fait un sport où on prend des coups et que... Physiquement, du coup, pas mentalement. Ouais, physiquement. Et peut-être aussi un jour mentalement où tu te dis, bon, ben, ça y est, j'ai fait le tour, peut-être j'en ai marre, ou je sais pas trop, pour le moment, ça m'est pas arrivé, donc tant mieux, parce qu'il me reste encore quelques années, j'espère. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que tant que tu prends du plaisir, c'est le plus important. C'est vrai que moi, c'est un peu la question aussi que je voulais te poser. Enfin, là, on a parlé un peu des difficultés. Après, tu reviens à Toulouse. Donc là, c'est festival de titres, etc. Coupe d'Europe, 2 fois champion top 14. Tu passes en équipe de France, tu fais des super performances. Quand est-ce que t'es rassasié, toi? Quand est-ce qu'on arrête d'être motivé et après quoi tu cours encore, quoi? Bah, tant que je jouerai au rugby, je serai pas rassasié de gagner des titres. Ça, c'est une certitude. Parce que moi, quand j'ai signé à Toulouse, je me souviendrai toujours, on m'a dit, tu signes pas à Toulouse pour jouer, tu signes à Toulouse pour gagner. Donc ça c'est plutôt clair. Ça veut tout dire. C'est une belle culture. Donc qui n'est pas forcément la même que toi, tu dis, je prends du plaisir. Tu vois, c'est quand on dit, tu signes pour jouer, c'est je prends du plaisir tant que ça me plaît. Exactement. Alors que là, on t'arrive dans un cadre où c'est... Mais ce qui fait la force, en tout cas, de ce club, pour moi, c'est qu'on te dit que t'es là pour gagner, mais on te laisse la possibilité de prendre tout le plaisir que tu veux sur le terrain. Donc en fait, le juste milieu, tu l'as. Donc non, qu'est-ce qui me manque? Ben forcément Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Donc peut-être cette année, hein. Espérons, parce que voilà, il est en France et que forcément c'est le seul titre que j'ai pas gagné. Mais voilà, après tous les ans, forcément que j'ai envie de gagner, que ce soit le top 14, la Coupe d'Europe ou même les 6 nations avec l'équipe de France. Mais non, pour le moment, je suis pas rassasié et je pense que c'est pas dans mes projets en tout cas. Et outre que la Coupe du Monde, j'imagine, c'est quoi les objectifs annuels? C'est de gagner en temps... J'imagine que tu as des objectifs du club avec le Stade Toulousain où tu te dis, bon, bah, voilà, faut qu'on soit les premiers, etc., etc. Mais c'est quoi les objectifs individuels? Déjà, c'est d'être bon. En fait, si tu es bon en club, ça te permet d'être potentiellement appelé en équipe de France. Donc ça, c'est déjà des objectifs, de pouvoir être performant le week-end en club pour espérer jouer pour son pays. Et ensuite, je pense que mes objectifs individuels vont aussi avec les objectifs, par exemple, du club. C'est-à-dire que mes objectifs individuels sont de gagner des titres, de gagner le top 14, la Coupe d'Europe. Donc forcément, quand tu joues au Stade Toulousain, c'est aussi les objectifs du club. Et ensuite, quand tu as pour objectif d'être en équipe de France, quand tu montes aussi en équipe de France, l'objectif aujourd'hui de l'équipe de France, c'est aussi de gagner des matchs, gagner des compétitions. Donc ça se rassemble quand même pas mal. Ouais. Et est-ce que tu nous parlais donc dans les maillots maintenant, ils ont des GPS. Ouais. Et donc c'est devenu hyper sophistiqué. Vous avez des objectifs individuels qui sont liés au GPS. Par exemple, nous en entreprise, on a ce qu'on appelle des KPI, donc c'est des sous-objectifs. Toi, tu pourrais te dire, j'en sais rien, tu dois faire X kilomètres dans cette semaine ou on n'a pas forcément des objectifs, c'est plus des standards. Okay. C'est plus des standards. On sait très bien que selon le temps de jeu qu'il y a sur un match de top 14, on est censé... il faut qu'on ait des standards. Et en Coupe d'Europe, pareil, et au niveau international, pareil. Donc, on connaît à peu près les standards par poste. Et puis après, il faut être en forme pour au moins y être. Et puis si on est en forme, être au-dessus pour apporter à l'équipe, quoi. C'est quelque chose que tu regardes à titre personnel ou c'est plus le staff qui vient te donner des... Enfin, toi, tu te dis pas, voilà, moi, je connais mes métriques. C'est pas un truc que tu regardes toutes les semaines. Je regarde après les matchs, forcément. Ah, tu regardes quand même, ok. Les stats de course, qu'est-ce que ça a pu donner. Mais après, chaque match est différent. Parfois, il y a des matchs où ça va être vachement ouvert, où tu vas courir énormément. Ok, limite au GPS, quoi. Donc tu vas avoir de super stats. Et au contraire, il y a des matchs où ça va moins courir, mais par contre, il va avoir un engagement énorme. Donc tu vas moins courir, mais par contre, parfois, tu vas en sortir plus fatigué. Parce que tu t'es donné plus que si tu avais plus couru, quoi. Donc, mais en général, on reste quand même dans les standards, quoi.
Et tu te définis des axes d'amélioration, des choses par exemple annuellement, tu veux structurellement améliorer, plus de rapidité ou... Ouais, non, ça c'est pas des choses que je fais pas un point à chaque début de saison par exemple en me disant il faut que j'améliore ça ou ça, mais je sais quels sont mes axes de progression. Je sais lesquels j'ai pour le moment amélioré, je sais lesquels il me reste à améliorer. Tu peux nous les dire ou... Ouais, je suis curieux. Ouais, au rugby, on parle beaucoup des ballons hauts, la lutte aérienne, c'est-à-dire quand il y a des coups de pied en l'air, des chandelles, par exemple. Être bon sous les ballons hauts, quand tu es arrière, c'est important. C'est-à-dire quoi? C'est les réceptionner? Là, les réceptionner en sautant, avoir le bon timing, etc. Ça, c'est un point sur lequel je m'étais dit depuis quelques années que je voulais progresser. Je l'ai fait. Et même s'il faut continuer à le travailler, c'est un point sur lequel j'ai progressé. Et après, voilà, c'est sûr que la vitesse sur mon poste, c'est un point important. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à, de par les séances de muscu, de par garder la ligne aussi, avoir un bon poids et aussi la récup. Parce que les douleurs au tendon, par exemple, cheville, genou, au tendon, c'est moins t'en as, mieux c'est. Comme ça, c'est plus facile d'accélérer. Donc, ouais, il y a des points qui sont importants pour durer, en tout cas, dans le sport, enfin, dans notre sport. Et est-ce que quand tu étais petit, tu avais pas forcément des mentors, mais des gens qui t'inspiraient dans le rugby, des gens... Un modèle quand j'étais petit, j'aimais beaucoup certains joueurs, forcément des grands joueurs de notre sport. Donc, quand j'étais petit, je jouais, enfin, quand j'étais plus jeune, plus souvent 10. Donc, des joueurs comme Daniel Carter. 10, c'est quoi pour ceux qui demi d'ouverture, ouais, pardon. C'est un peu le joueur comme au foot, un petit peu qui... Okay. Le 9 et le 10 au rugby sont les meneurs, entre guillemets, sont ceux qui sont censés faire respecter la stratégie mise en place et mener l'équipe en communiquant, etc. Donc j'avais plus ce rôle-là. Je l'ai toujours, mais c'est, bon, voilà, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est un numéro, donc c'est pas très grave. Mais Daniel Carter, j'aimais beaucoup Frédéric Michalak au Stade Toulousain. Parce que je regardais beaucoup cette équipe et qu'à ce moment-là il jouait 9, 10, j'aimais beaucoup son jeu, donc voilà. Et après en grandissant tu te rends compte que toi tu arrives à ce niveau-là, donc est-ce que tu penses que tu arrêter de bader les mecs pour si tu as envie de passer devant eux, quoi. Tu penses que t'es à un niveau aujourd'hui où tu te dis j'ai atteint le niveau de mes idoles de l'époque, ou... Moi je pense que chacun a sa carrière, donc c'est compliqué de se comparer. Daniel Carter, je pense pas. Michalak a gagné énormément de titres, donc c'est compliqué à dire, mais ils ont gagné des Coupes du Monde ou pas? Daniel Carter, ouais, 2 d'ailleurs. Ok, bon. Donc c'est difficile à battre. Difficile, on m'a dit qu'il y avait une Coupe du Monde en 2027, c'est ça? Ouais. Possible. Ouais. C'est possible, ouais. Mais non, c'est sûr que je compare pas forcément ma carrière à d'autres carrières. Pour le moment, je suis très fier de comment est faite ma carrière, avec des hauts, des bas. Et tant mieux d'ailleurs qu'elle soit faite comme ça. Je préfère aujourd'hui 100 fois avoir eu aussi un parcours où on m'a vite promis des choses et puis au final tu retombes sur terre. Ça te permet un peu aussi de revenir à la réalité. Et puis derrière, tu redécolles aussi un petit peu, donc ça fait du bien. Et pareil, en équipe de France, elle a été faite de haut et de bas. Et là, je suis en train de recommencer à être dans une bonne période, donc j'espère en profiter et que ça continue. Donc tu peux nous raconter la première sélection? Ouais. Le sentiment, comment ça... C'était en Angleterre. Alors ça restera forcément un très bon souvenir parce que c'est la première. On avait pris 40 points quand même. Donc tu t'en souviens. mais voilà, en fait, l'Angleterre, Twickenham, c'est un peu un lieu mythique pour jouer au rugby. Donc c'est des souvenirs qui restent gravés. J'étais remplaçant, j'étais rentré à la mi-temps. Donc non, forcément. C'est impressionnant. Ouais. Le sentiment, c'est la même chose que de jouer pour le club, où tu sens vraiment un truc différent. Le niveau déjà est un niveau supérieur puisque c'est le niveau international. Et puis en club, au final, tu joues tous les week-ends. Ça s'enchaîne. Alors que là, c'était ma première. Donc c'est moins sacralisé. C'était une sensation. Ma première en top 14 se rapproche peut-être de ma première internationale, puisque c'est des premières en fait.
comme un premier match en Coupe du Monde, tu vois, tu t'en souviens. C'est des étapes quand même qui restent. Des gros milestones de ta carrière. Ouais. Et comment tu l'apprends ce genre de choses? C'est ton agent qui t'appelle, tu reçois un appel du sélectionneur, ça marche comment? En fait, la première fois que j'ai été convoqué, c'était mon entraîneur de club qui m'avait annoncé que j'allais être convoqué. Et ensuite, j'ai été monté, j'avais été convoqué. Et puis à partir de ce moment-là, j'avais été dans le groupe. Le premier match, j'avais été suppléant, donc 24e. Et il y avait eu un pépin. Et le deuxième match, j'avais été remplaçant. Et voilà. Et dans ces cas-là, tu te dis quoi? Tu te dis, ton entraîneur te l'annonce, tu sautes de joie, tu commences à sentir le stress, la pression du truc. Ouais, il y a plein de 50 000 questions qui passent dans la tête, là, forcément, parce que tu mets les pieds dans un niveau encore supérieur, où tu es vachement plus exposé aussi. Donc, médiatiquement, en plus, ouais. Médiatiquement, ouais. Donc, tu as un peu moins droit à l'erreur. Donc forcément, ouais, il faut un peu se blinder pour éviter de voir tout ce qui peut se dire à côté, si tu passes à côté d'un match ou quoi. Et tu parlais de être suppléant, commencer sur le banc, etc. Bah, c'est des trucs qui arrivent à tous les rugbyman dans une carrière. Dans ces moments-là, on pense à quoi? On pense au bien-être de l'équipe et on se dit c'est pas grave, et si je rentre pas, c'est pas grave parce que c'est même mieux, c'est-à-dire qu'on est en train de gagner. Ou alors est-ce qu'il y a une petite rancœur? Est-ce qu'on pense un peu à soi? Est-ce que on se dit que je veux faire mieux? Enfin, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Quoi qu'il arrive, tu as envie de jouer. Quand tu es sélectionné, tu as envie de jouer, tu as envie de faire partie de l'équipe qui joue, etc. Après, voilà, il y a des choix qui sont faits. Je pense que nous, joueurs, on est là aussi pour respecter les choix faits. Mais forcément, après, quand l'équipe gagne, mais forcément, on est très heureux. Comme tous les autres joueurs. Quand l'équipe perd, on l'est moins, comme tous les autres joueurs. Et on l'est encore moins parce que parfois, on joue pas ou on rentre pas. Mais voilà, après, c'est comme, tu vois, je disais, c'est fait d'étapes, etc. De haut et de bas, il y a eu des moments où forcément, quand tu joues pas, il faut faire un peu le dos rond et puis continuer à travailler, montrer que tu existes. Et pour montrer que tu existes, il faut être performant en club. Et je pense que la meilleure des réponses, c'est là. Voilà, exactement. Quand tu joues pas, je pense que la meilleure des réponses, c'est j'ai pas joué. Par contre, dès que je vais avoir l'opportunité de jouer, je vais montrer que je suis là, en fait. Et parce que ça t'est arrivé aussi, là on repart un peu en arrière, mais quand tu étais justement dans tes débuts à Toulouse, tu es assez copain avec Arthur Bonneval, lui il joue à ce moment-là. Toi, c'est juste avant que tu partes en prêt. Ouais. Là, c'était différent parce que c'est un ami d'enfance, donc c'est vraiment un pote, vraiment un ami. Donc là, on est content pour lui et c'est à fond, quoi. Et puis on joue pas le même poste, donc c'est totalement différent. Pas de compétition. Non. Et par rapport à la concurrence, quand c'est, je sais pas, en plus à ton poste et surtout avec toi, on parle beaucoup de la concurrence et tout le Ange qui arrive à Toulouse, Melvin qui est à Toulouse aussi. Mais même, autrement, comment on se sent quand quelqu'un joue à ta place, quoi? Bon, après, quand c'est en club, c'est différent parce qu'une saison en club, c'est long. Le temps de... Il y a le temps aussi de pouvoir bousculer la hiérarchie ou pas. Et en équipe de France, c'est forcément différent puisque il y a moins de matchs et que l'équipe tourne peu. Donc forcément, c'est dur de pouvoir arriver à venir chercher la place de quelqu'un quand au départ, tu ne l'as pas. Et puis après, quand tu l'as, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour pouvoir la garder et pas la recéder à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une motive en plus, quoi. Ouais, exactement. Okay. Puis ça te permet de jamais te reposer sur tes lauriers, quoi. Et t'as déjà pensé à partir du club du Stade Toulousain ou pas? T'as déjà eu des offres? Ouais, j'ai eu forcément des... l'année avant que je revienne au stade, avant Colomiers, j'avais eu une offre de Toulon. L'année dernière, quand on a vu le recrutement du club avec les arrivées que tu as citées, j'ai eu pas mal de clubs qui se sont sollicités via mon agent pour savoir déjà qu'est-ce que moi je voulais faire, quelles étaient mes envies, et puis si jamais je voulais partir, dire qu'ils étaient intéressés. Mais au fond de moi, j'ai toujours su pour le moment en tout cas que je me voyais pas partir du stade.
et que je voulais continuer ma carrière là où je suis, quoi. Et surtout que là, pour redonner un peu de contexte, donc tu as 2 internationaux qui arrivent à Toulouse qui sont prétendants aussi à ton poste, Ouais. s'ils peuvent jouer ailleurs, surtout Ange. Et toi, tu viens de re-signer avec le Stade Toulousain pour 4 ans. 4 ans, ouais. Donc c'est ça aussi. Mais tu avais, comme tu l'as dit, des propositions de, je crois, Lyon, Clermont, etc. On pense que rugby à ce moment-là quand on se dit j'ai une proposition. Est-ce que je vais aller jouer pour le club de l'ASM ou du Loup, ou alors est-ce qu'on se dit je vais changer de ville, ça veut dire peut-être me déraciner un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment de prendre une Non, au début décision j'ai décidé de réfléchir aussi rugbystiquement, de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire rugbystiquement sur le terrain, de savoir par rapport à ma philosophie de comment je vois le rugby, comment je vois mon quotidien dans le rugby. Et je pense que c'est la première des réponses que j'ai eues, c'était qu'aujourd'hui, je savais ce que j'allais quitter, et je savais pas qu'est-ce que j'allais recevoir en échange. Donc ça me faisait un peu peur, de me dire qu'en fait, je suis très heureux dans tout ce que je fais au quotidien, et est-ce que je vais retrouver aussi cette liberté et ce plaisir que j'ai au quotidien, je sais pas. Donc ça a été la première des choses. Et après, on réfléchit aussi par rapport à son environnement de vie, à ses proches. Moi, forcément, ma femme a repris ses études. Donc, elle a repris ses études. Donc, c'était important aussi de réfléchir par rapport à elle, parce qu'après le rugby, il y a une vie. Et que on est 2, et que c'est important aussi de réfléchir à 2. Donc voilà, il fallait aussi, si jamais je devais partir, trouver un club aussi où dans la ville il y avait une fac, notamment fac de médecine, puisqu'elle a repris des études dans la médecine. Donc voilà, c'était. Et ça, tu sens que elle te soutiendrait? Est-ce que du coup la vie privée, la vie perso, elle est déjà, est-ce qu'elle vient après le rugby? Tu te semblais dire que non, c'est plutôt quand même. T'as eu le rugby, t'as quand même tu penses à la vie perso, la vie privée, mais est-ce que c'est parfois est-ce que c'est un poids, ou alors est-ce qu'au contraire c'est tout le temps un soutien sur lequel tu peux mettre en danger son mariage? Non, mais tu vois, c'est un soutien. Est-ce qu'il De toute façon, elle fait partie d'une. Tu vois, t'as un projet perso aussi. Je pense que tu vois, on est dans des situations où même nous, on a des vies professionnelles. Oui. Tes choix professionnels impactent ta vie perso. Et parfois, juste, il y a les deux qui sont pas conciliables, quoi. Là, c'est sûr que si on partait, je dis on parce que c'était on, si on partait dans un club où il n'y avait pas une fac de médecine, ça remettait un peu en cause son avenir à elle. Ouais. Chose que je ne voulais pas. Donc si j'avais été amené à partir, on serait parti quoi qu'il arrive dans un endroit où il y avait une fac, par exemple, de médecine ou autre, si elle avait fait autre chose. Mais c'est important, je pense, parce qu'après, moi je dis toujours aussi, quand t'es bien dans ton quotidien, heureux dans ta vie, c'est plus facile le week-end sur le terrain d'être tranquille dans ta tête quand t'as pas de soucis ou moins de soucis, quoi. Tu peux te concentrer sur ce qui compte, exactement. Le match. Et c'est combien de temps que t'as avec ta copine? 8 ans. D'accord, ok. Donc ça fait un moment, et c'est ton socle depuis que t'es pro. Exactement, quasiment. Ouais. Elle sait ce que c'est de pas être souvent là. Enfin, elle connaît mon quotidien. Mon quotidien, au final, c'est le sien. Elle a été aussi un peu éduquée dans une famille de rugby, donc elle avait été bercée dans ça avant de me connaître. Donc au final, elle est pas trop surprise. Et comment tu l'as rencontrée? Parce que je suppose que quand tu taffes à peu près toute la semaine et que t'es en mode focus vie pro, début de carrière en tant que professionnel, genre non, là j'étais jeune, on s'était rencontrés dans une soirée à Toulouse. Après un match, nous jeunes, on était sortis et elle était dans le même endroit que nous et on s'était croisés. Elle connaissait des amis à moi de Mazamet, des gens que je connais de Mazamet. C'est pas une si grande ville finalement, Toulouse. J'avais réussi à avoir son nom et prénom, et à partir de ce moment-là, j'avais pu la recontacter. Mais voilà comment on s'est rencontrés. Mais c'est vrai que c'est des sacrifices si on veut encore sur la jeunesse. Enfin, tu t'entraînes tous les jours, tu pars un week-end sur 2 pour les jouer. Est-ce que c'est des trucs que parfois tu regrettes, ou tu te dis genre j'aurais pu avoir une enfance, une jeunesse où j'aurais plus fait la teuf? Non, parce que j'ai très bien profité de ma jeunesse. J'ai vécu des moments que j'aurais jamais vécu s'il n'y avait pas eu le rugby. Partir à l'internat, franchement, 3 ans d'internat, c'est des super moments. Tu crées des liens avec des personnes.
tu rencontres aussi de nouvelles personnes, c'est génial. Et ensuite, voilà, avoir un appartement, être indépendant à 18 ans, je sais pas ce que j'aurais fait, par exemple, si j'avais pas été en pôle sport. J'aurais certainement continué mes études à Mazamet, terminé le lycée, et après le lycée, je sais pas ce que j'aurais fait. Alors que là, au final, le rugby a pris une place vraiment plus importante très rapidement. Et derrière, tu adaptes aussi un petit peu ta vie par rapport à ça, quoi. Donc, mais en tout cas, non, je regrette pas. Ça t'a mis puis un je me cadre. dis au final que je pourrais profiter aussi de plein de choses après le rugby. Justement, là, parce que ma vie je serai qu'à un tiers. Ouais. Peut-être un peu moins d'un tiers, mais. on vit de plus en plus. Ouais. Tu parlais de l'après-rugby, de ta femme, etc. Là, tu réfléchis comment tu nous disais aussi un petit peu que tu avais commencé à faire de l'immobilier, que tu t'intéressais, explorer d'autres choses, que tu te voyais aussi peut-être dans le rugby après. Donc aujourd'hui, tu penses comment? Et j'imagine, bon, c'est pas du tout la priorité, tu as encore beaucoup de carrière devant toi, mais comment tu réfléchis à l'après-rugby pendant le rugby? J'en profite déjà des jours de repos, notamment quand je suis à Toulouse, que là, quand je suis à Paris, c'est un peu plus compliqué. Parce que je suis pas sur place, mais... T'es en podcast. Non, mais quand je suis à Toulouse, c'est vrai que sur les journées de repos, je peux me mettre des rendez-vous qui sortent complètement du contexte du rugby, donc notamment l'immobilier. Et puis, ça me permet aussi de mettre un pied dans la vraie vie, comme je dis, durant ma carrière. Se lever un peu plus tôt que d'avoir entraînement à 9h30 ou à 10h. Enfin, voilà, quoi. C'est des choses différentes. Et puis... et du coup, pardon la question. Juste même pourquoi l'immobilier en fait, tu pourrais faire ce que tu veux. Ouais, parce que l'immobilier, c'est un secteur qui m'intéresse, qui me plaît, que je trouve qu'il y a plein de secteurs à exploiter dans le même mot, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que... En fait, c'est durant le confinement, comme vous, du coup, où moi, je me suis dit... je m'embêtais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après le rugby si j'ai rien, quoi. Même si tu trouves toujours quelque chose. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de me lever le matin et ne pas savoir quoi faire. Parce que le confinement, c'était un peu ça au bout d'un moment, en fait. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis sur un papier qu'est-ce que j'aimerais pas, quel secteur d'activité pourrait me plaire, lesquels ne me plairaient pas. Et l'immobilier est souvent ressorti. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai la chance d'avoir l'oncle de ma femme qui est dans ce milieu-là aussi. On s'est mis à discuter un petit peu et voilà, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait pour le moment j'ai fait un petit peu de promotion, donc j'ai fait un petit peu de lotissement et ensuite un petit peu de marchand de biens aussi. Et ensuite, moi, à titre personnel, grâce au rugby, je peux aussi investir un petit peu pour avoir derrière aussi des revenus locatifs. Mais à côté de ça, voilà, c'est un peu pour le moment le marchand de biens et lotisseur, c'est deux choses qui m'intéressent. Ouais. Et ça rapproche vachement, j'imagine, le confinement du foyer. Ouais. On se dit, en fait, qu'est-ce que c'est que la maison, surtout avec ta femme. Toi, aujourd'hui, t'es quoi? T'es appartement, maison, campagne? Maison, ouais. Maison et plus un peu retiré de la ville. Il me fallait un jardin et quelques arbres. Je me vois pas vivre. Un terrain dans le jardin? J'ai un petit peu de terrain. Il y a pas de rugby, c'est grand. Mais j'ai 400-500 mètres carrés de jardin, donc ça laisse quand même un peu de place et c'est plutôt agréable. Et c'est sûr que le confinement, ça permet aussi de... En fait, moi, j'ai fait construire en 2019. Il y a le confinement en 2020. Donc, ça a vraiment permis de pouvoir profiter des débuts de la maison, entre guillemets. Surtout que j'étais pas là lors de la fin de la construction, puisqu'il y avait la Coupe du Monde en 2019. Et j'étais absent les 3 derniers mois, en fait, de la construction. Donc, j'ai pas vu la maison t'es revenu pour se finir. Donc voilà, c'est sûr que le confinement a fait du bien aussi de pouvoir un petit peu se poser, être chez soi. Et comme tu le dis, on est souvent en déplacement. Donc derrière, ça a fait presque même bizarre de devoir repartir les week-ends. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et aujourd'hui, tu dirais quoi, quelqu'un qui a peur justement de changer, de faire ces changements de vie? Toi, t'en as fait plein, que ce soit les décisions de sport-études, repartir en D2, revenir à la Coupe du Monde, là, tu penses déjà à la suite, ou à ton toi plus jeune? Ouais, non, moi, déjà, je pense que suivre son instinct, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tenter des choses.
quitte à parfois se prendre les pieds dans le tapis, mais au moins on tente et puis on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, quand j'ai pris la décision de partir, mes parents, en fait, ils m'ont dit tu décides de ce que tu veux faire. Nous, quoi qu'il arrive, on te suivra. Si tu décides de partir, on te suivra. Si tu décides de... Ouais, j'ai eu cette chance aussi, c'est que si tu décides de pas le faire, c'est pas grave, on sera là aussi quand même, dans les deux cas. Et donc voilà, il faut ça. Enfin, j'ai dû prendre donc une décision quand même très jeune et une décision importante, mais au final, cette décision, elle a fait que toute ma vie derrière a changé et qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre de ma passion, à prendre énormément de plaisir grâce à ça. Donc je trouve que c'est ça qui est important aussi, c'est savoir décider, ne pas avoir peur de décider. Et puis du moment où on l'a fait, qu'on a décidé, foncer, et puis on verra bien où ça nous amènera derrière, quoi. Est-ce que tu as des regrets? Non, pas pour le moment. Non, franchement, pas pour le moment, parce que je suis déjà encore très jeune, je pense. Et 95, on est... Voilà, ouais, non, mais... Il y a pas qu'à d'années, a priori. Et que pour le moment, j'ai pris énormément de plaisir dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans tous les choix que j'ai fait. Donc voilà, et comme je le disais sur le parcours, si j'avais pas décidé de partir à Colomiers, peut-être je serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'une... Ouais, c'était à ce moment-là, je m'étais dit, il faut que j'arrête, il faut que je parte, il faut que je change de situation. Et je pense que chaque décision à ce moment-là est importante et que c'est aussi quand tu sens que c'est le moment où il faut y aller, quoi. Tu te dis pareil quand tu fais des relances depuis tes 22. C'est l'instinct. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est important. C'est la que, décision exactement. Fond, et moi, mon coach, il me dit souvent ta première décision, en fait. Et ça se rapporte beaucoup à la vie. C'est que derrière, dans la vie, ça peut avoir plus de conséquences. Donc, il faut quand même le réfléchir un petit peu plus. Mais en tout cas, sur le terrain, c'est pareil. C'est que la première intention est souvent la bonne. Et que si tu commences, vu que ça va très vite sur un terrain, si tu commences à cogiter, à réfléchir à d'autres choses, peut-être qu'au final, la deuxième décision ne sera plus la bonne puisque tu auras mis trop de temps à la décider. Alors que ta première sera souvent la bonne. Ouais. Écoute, merci beaucoup Thomas. Je vois qu'on a déjà fait une bonne session. C'était hyper inspirant. Ouais. On était ravis de discuter avec toi sur tous tes changements de vie. Et donc voilà, c'était l'épisode 2 de Sans Limite. Merci à Nicolas aussi et à Louis. Moi j'avais une dernière petite question. Quelqu'un avec qui t'as mangé ce midi m'a dit que t'avais vu la meilleure ambiance que t'avais jamais vécue dans un stade. T'étais à Marseille, au stade Vélodrome. Est-ce que, en tant que Parisien, c'est dur à entendre? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'était pour lui faire plaisir que t'as dit ça? Il n'a pas voulu venir pour le dire. donc c'est faux. Non, c'est vrai que, alors forcément... l'ambiance qu'on vit au quotidien, notamment à Toulouse, on a un super public. L'ambiance qu'on peut vivre au Stade de France, notamment les matchs de nuit à 21h, c'est incroyable l'atmosphère qu'il y a. Mais je disais que forcément, le Stade Vélodrome actuellement, avec sa conception, le match contre l'Afrique du Sud qu'on a fait en novembre dernier, donc novembre 2022, on avait tout un stade pour nous, puisque c'était l'équipe de France. C'était incroyable, ouais. C'était vraiment incroyable. Et j'y avais joué l'année d'avant avec le Stade Toulousain contre Toulon. Je m'attendais pas à une ambiance aussi folle pour un match de top 14, sachant que le stade était plein. Donc il y avait 65 000 personnes pour un match de top 14, c'est énorme. Ouais. Donc en fait, quand j'y suis retourné pour le match de l'Afrique du Sud, je savais que ça allait être énorme. Mais que ce soit énorme comme ça l'a été, je m'y attendais pas. Donc c'est pas une blague? C'était pas une blague, ouais. Ok, ça marche. Bon, hyper clair. J'ai jamais joué au parc, donc je peux pas savoir. J'y jouerai certainement jamais, à mon avis. Pourquoi la Coupe du Monde, elle peut pas se passer au parc? Non. Ah, bon, tant pis. Mais j'imagine qu'en tout cas, sur les matchs du PSG, l'ambiance doit être quand même pas mal. Le virage des ultras, ça. Non, mais tant qu'on reste sur le Stade Vélodrome et qu'on parle pas de Marseille, l'équipe en tant que telle, ça va. Cool, merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps. Ciao.